Lorsque Vladimir Poutine a lancé son invasion de l'Ukraine, il pensait que son ennemi se rendrait en quelques jours. La Russie était trop forte pour l'Ukraine. Elle avait trop de soldats, de chars, de véhicules blindés. L'Ukraine n'aurait aucune chance, Poutine s'est trompé. Et l'une des raisons pour lesquelles l'invasion russe a échoué pendant ses premiers mois était une arme suédo-britannique à 33 000 $, qui a détruit des centaines de millions de dollars de blindés russes. C'est ainsi qu'une arme puissante a peut-être détruit jusqu'à 40% des chars russes pendant la guerre. Et pourquoi elle est si précieuse pour l'Ukraine? Cette arme, c'est l'EENL, signifiant arme anti-char légère de nouvelle génération. Et l'EENL est exactement ce que son nom indique. C'est une arme utilisée pour détruire des chars. Et elle a beaucoup servi à cela lors des premières phases de l'invasion de Poutine. En 2022, Poutine pensait qu'il pouvait écraser l'Ukraine avec ses chars blindés, les envoyant en grand nombre vers les principales villes ukrainiennes. Cette stratégie a échoué principalement à cause de l'ENLOW. Ces armes faisaient partie des premières que le Royaume-Uni a envoyées à l'Ukraine, et le Times rapportait déjà en mars 2022 qu'elles étaient responsables de la destruction de 30 à 40% des chars que la Russie avait perdus jusqu'à ce moment-là. Cet avantage initial en armes anti-chars était essentiel pour l'Ukraine. Et une fois que le NLAW s'est avéré efficace, le Royaume-Uni a redoublé d'efforts en envoyant encore plus de missiles de ce système en Ukraine. Le 23 mars 2022, il a annoncé qu'il envoyait 6000 NLAW supplémentaires en Ukraine pour aider le pays à stopper la folie des chars de Poutine. Avant les drones et avant les javelins, le NLAW était le destructeur de chars le plus efficace de l'Ukraine. Pourquoi ? Examiner les spécifications permet d'obtenir la première réponse à cette question. Le journal de la sécurité nationale présente les bases dans un article d'avril 2025, où il qualifie le NLAW de destructeur de chars qui a arrêté l'armée de Poutine en Ukraine. Le journal explique qu'une partie de l'efficacité du NLAW vient du fait qu'il a passé près d'une décennie en développement avant d'entrer en service. Entre 1999 et 2008, la Suède et le Royaume-Uni ont coopéré sur ce développement, perfectionnant l'arme jusqu'à la quasi-perfection avant son entrée officielle en service en 2009. Le NLAW a été rapidement adopté par plusieurs pays presque immédiatement. La Finlande, la Suisse, la Suède, l'Indonésie et la Malaisie, comptant parmi les premiers acheteurs, aux côtés du Royaume-Uni et de la Suède. Il est facile de comprendre pourquoi. Mesurant seulement 1 mètre et 2 cm et pesant 13 kg, un NLAW est suffisamment facile à transporter sur le champ de bataille. Nous approfondirons cette portabilité plus tard dans la vidéo. Mais cette stature relativement légère rend le système idéal pour tirer depuis des endroits confinés, comme des tranchées ou des bâtiments. Vous vous souvenez de ce qui a été dit à propos de la stratégie initiale de Poutine pour l'Ukraine ? Le dirigeant russe pensait que ses chars pouvaient simplement traverser les villes ukrainiennes et les petites localités, mettre fin aux lois. Le fait d'être attaqué depuis des bâtiments et d'autres endroits difficiles à détecter signifiait que ces unités blindées étaient au moins presque assurées de tomber dans des embuscades partout où elles allaient. Army Recognition fournit quelques détails supplémentaires. Il souligne que le NLAW est un système tir et oubli, ce qui veut dire exactement ce que cela signifie. Un opérateur peut tirer un NLAW puis quitter sa position sans avoir à se soucier de rester sur place. Pour confirmer l'impact, le NLAW gère tout cela grâce à son missile intelligent, dont nous parlerons dans un instant. Le système lui-même peut être équipé d'un tube de lancement de calibre 115 ou 150 mm selon les besoins de l'utilisateur. Et il est se livrer avec un dispositif de lancement repliable, des sangles de transport et un pack de batterie, tout cela facilitant sa portabilité. En ce qui concerne la visée, un tube lanceur NLAW est équipé d'une lunette optique, offrant un grossissement de 25 fois du champ de bataille. L'utilisateur pointe simplement la lunette sur une cible, attend quelques secondes que le NLAW calibre sa propre trajectoire, puis appuie sur la gâchette. Cela fonctionne aussi pour les cibles mobiles. Tant que la cible reste dans la lunette du NLAW pendant au moins 3 secondes, le missile tiré atteindra ce qu'il est censé atteindre. Et c'est ce missile qui distingue vraiment le NLAW. Le 2 août, la chaîne YouTube Daily Mail World a publié une vidéo dans laquelle l'un de ses reporters a pu découvrir concrètement comment fonctionne le NLAW et son missile. La manière précise dont ce missile est fabriqué est un secret bien gardé selon le média. Mais il y a beaucoup d'informations connues
à son sujet, qui explique en allait pourquoi il s'est révélé être un tueur de chars si efficace pour l'Ukraine. Le missile contient des ordinateurs intelligents qui lui permettent de verrouiller sa cible grâce à la technologie de ligne de visée prédictive. Predictive Line of Sight. Ce sont ces ordinateurs qui font du NLAO un missile tir et oublie. Cela explique aussi pourquoi l'utilisateur n'a besoin de garder la cible dans le viseur du NLAO que quelques secondes avant d'appuyer sur la détente. Lorsqu'un soldat vise une cible et actionne le levier de suivi, ces ordinateurs commencent à calculer à quelle distance se trouve la cible et à quelle vitesse elle se déplace. Au bout d'environ 5 secondes, ils auraient terminé leur calcul et déterminé un point d'interception. L'utilisateur n'a plus qu'une seule tâche après cela, appuyer sur la gâchette de tir. Une fois que la gâchette est actionnée, les deux moteurs du missile NLAW entrent en action. Le premier, qui ne contient qu'une petite quantité de carburant, est chargé d'éjecter le missile du tube de lancement. Une fois cette tâche importante accomplie, le deuxième moteur s'active et propulse le missile vers sa cible. Et le premier moteur est ingénieux pour une autre raison. Il contient une petite quantité d'eau. Cette eau se vaporise lorsque le moteur s'allume et aide à étouffer le souffle arrière. Ce système d'étouffement signifie qu'un soldat ukrainien n'a pas à s'inquiéter d'être repoussé par une arme qui est souvent montée sur l'épaule. De plus, cela permet d'utiliser l'NLAW depuis l'intérieur d'un bâtiment. Le deuxième moteur, malgré sa taille supérieure au premier, n'est pas le plus puissant du monde. Les NLAW sont des armes à courte portée, leurs missiles ayant une portée de tir effective comprise entre 200 et 800 mètres. Cela signifie qu'un soldat ukrainien n'a pas besoin d'être au contact direct d'un char pour utiliser un NLAW. Mais ils doivent être suffisamment proches pour que le viseur avec un grossissement de 25 fois puisse voir le char. Le missile peut pénétrer un blindage, bien que la capacité exacte varie selon la source. Army Recognition indique que c'est entre 400 et 650 mm, tandis que le National Security Journal donne un chiffre plus général de plus de 500 mm. Quoi qu'il en soit, le blindage homogène laminé, qui est une forme de blindage en acier laminé à chaud conçu pour absorber les impacts, ne peut pas résister à un missile NLAW. Le blindage réactif explosif, conçu pour détruire les armes anti-chars entrantes et présent sur de nombreux chars modernes, ne peut pas non plus y résister. Pour faire simple, le NLAW frappe fort à courte portée, et il est assez portable pour être tiré depuis presque n'importe où. Il se trouve aussi que certaines caractéristiques distinguent le NLAW de l'un des autres principaux tueurs de chars de l'Ukraine, le Javelin. Les deux sont des systèmes tir et oubli, bien que le NLAW soit spécialisé dans les combats à courte portée, ce qui le rend idéal pour les environnements urbains. Le Javelin a une portée effective plus longue, pouvant atteindre 2500 mètres. Et, selon le journal de la Sécurité nationale, il utilise un système de guidage infrarouge pour verrouiller les cibles, plutôt que les ordinateurs intégrés dans un missile NLAW. Un NLAW a un autre avantage sur le Javelin grâce à son mode de tir Overfly Top Attack, qui permet à ces missiles de cibler les toits des chars. Ces toits sont généralement moins blindés que les flancs d'un char. Le NLAW profite de ce fait pour réduire un char en miettes. Donc, maintenant, il est clair ce qu'est le NLAW et comment l'Ukraine a pu l'utiliser lors des premières phases de l'invasion de Poutine. Mais il y a aussi l'impact stratégique du NLAW sur la guerre en Ukraine. La destruction des chars et des véhicules blindés est l'impact évident, et c'est déjà quelque chose qui a été mentionné. Rappelez-vous que les NLAW ont décimé 30 à 40% des chars détruits par l'Ukraine pendant les premiers mois de l'invasion russe, et ils en ont probablement détruit des dizaines d'autres depuis. Cela signifie que l'NLAW a été un contributeur majeur à un problème qui commence maintenant à vraiment peser sur Poutine. La Russie est à court de chars et de véhicules blindés. En juin, Ukraine Wire a rapporté des données fournies par Warspotting qui ont révélé que la Russie a perdu moins de chars en mai 2025 qu'au cours de n'importe quel mois depuis l'invasion de Poutine. C'est une bonne nouvelle pour la Russie, non? Cela suggère que les stratégies anti-chars de l'Ukraine deviennent moins efficaces. Sauf que ce n'est pas le cas. La raison pour laquelle la Russie perd maintenant moins de chars, c'est qu'elle n'est plus capable d'en déployer autant qu'au début de la guerre. UAWIR fournit les chiffres. Il indique que jusqu'à 80% des dépôts de chars russes avaient été épuisés d'ici 2024. C'était après que 2 vagues de chars soient entrées sur le champ de bataille. La première vague de chars de combat opérationnels russes que l'Ukraine a détruit avec des armes comme l'NLAW, et une deuxième vague composée de chars de l'ère soviétique sortis des dépôts.
La situation est tellement mauvaise pour la Russie que sa troisième vague de chars sera bien moins importante que les deux premières. Les stocks de chars russes ont également été dilués. Ukraine Wire rapporte. Ces stocks de chars modernes, comme le T-90 et le T-80, ont été réduits. Les anciens T-62 ont presque disparu, et les pertes récentes ont même inclus l'antique T-55. Ce qui indique que la Russie doit désormais puiser dans ses fonds de tiroirs pour déployer des chars en Ukraine. La situation n'est guère meilleure du côté des véhicules blindés, comme l'a rapporté le UNN le 28 juillet. Il indique que l'Institut de l'école d'économie de Kiev a révélé que les stocks prélevés dans les entrepôts russes diminuent en poids, passant d'un pic de 242 000 tonnes en 2022 à seulement 119 000 tonnes en 2025, tout comme pour le nombre plus faible de pertes de chars rapportées par Ukraine Wire. Cela montre que la Russie n'a pas l'équipement nécessaire pour maintenir la stratégie initiale de Poutine d'utiliser des unités mécanisées pour submerger l'Ukraine. La Russie envoie également moins de ses chars et véhicules blindés en réparation, ce qui suggère qu'elle commence aussi à manquer de véhicules en réserve, qu'elle pourrait cannibaliser pour maintenir ses véhicules endommagés en état de marche. Il serait inexact de dire que le NLAW est responsable de tous ces problèmes. Cependant, cette arme a porté très tôt des coups de psychologique et concrets à la machine de guerre russe, apprenant à l'Ukraine comment frapper les véhicules russes. Ce sont des leçons que l'Ukraine a appliquées à l'utilisation d'autres armes, y compris les drones qui jonchent désormais le champ de bataille. De plus, sur le plan stratégique, il est difficile d'ignorer certains des avantages du NLAW qui ont déjà été mentionnés. L'arme est portable, peu coûteuse et a un fort impact. C'est selon 1945 qui a écrit en décembre 2024 qu'une seule unité NLAW coûte environ 33 000 $. C'est une somme dérisoire comparée au coût d'un char russe. Un seul T-86 est estimé à coûter jusqu'à 45 millions de $. Les chars plus anciens de la Russie coûtent probablement moins cher, bien que la Russie ait également investi des sommes considérables pour restaurer ses anciens chars, afin qu'ils puissent être utilisés en Ukraine. Le fait est qu'un NLAW offre un retour sur investissement énorme lorsqu'il s'agit de détruire des T-90 dont les NLAW sont capables. L'Ukraine détruit une unité blindée qui coûte plus de 136 fois le prix du NLAW utilisé pour la retirer de la guerre. En ce qui concerne la portabilité, 1945 a expliqué que l'NLAW est suffisamment léger pour être attaché à vos soldats, et ils peuvent toujours porter un fusil. Cela permet aux soldats de tirer puis de se replier après avoir jeté l'arme, tout en gardant un fusil pour continuer le combat. Ne sous-estimez pas l'importance de tirer et de se replier, avec d'autres armes anti-chars qui ne disposent pas de système tir et oubli. Un soldat devrait se rendre vulnérable avant de tirer et aurait du mal à s'échapper ensuite. L'NLAW est conçu pour être jetable. Si nécessaire, un soldat peut l'abandonner sur le champ de bataille et s'enfuir sans se soucier du poids du système, même en transportant le NLAW usagé. Le paquet est suffisamment petit pour qu'ils puissent s'échapper avec leur fusil à la main, afin d'affronter toute troupe russe qui descendrait sur leur position. Mais un système anti-char aussi efficace nécessiterait sûrement des mois d'entraînement pour être utilisé correctement, n'est-ce pas? Rappelez-vous ce qui a été dit précédemment sur l'utilisation des NLAWs par l'Ukraine au début de la guerre. Et il est facile de comprendre que ce n'est pas le cas. Un autre avantage stratégique offert par le système est qu'il ne prend pratiquement aucun temps pour apprendre à l'utiliser. 1945 affirme qu'un soldat peut apprendre à utiliser un NLAW en 1 heure, ce qui a un impact énorme sur le champ de bataille. Tout ce que l'Ukraine a à faire, c'est former un membre d'une unité pendant 1 heure. Une fois que cette unité est déployée, ou même avant, ce membre formé peut ensuite transmettre ce savoir à tous les autres membres de son unité, ce qui rend tout le groupe capable de décimer des chars tant qu'ils ont un NLAW entre les mains. La barrière à l'entrée est si basse qu'on peut littéralement la franchir d'un pas. Et cette rapidité d'apprentissage se reflète dans la rapidité des capacités de tir et d'oubli déjà mentionnées. Une fois qu'un utilisateur a un char dans sa ligne de mire, il ne faut que quelques secondes pour passer de la détection du char à l'envoi d'un missile NLAW dans sa direction, lors d'un combat acharné sur le champ de bataille. Cette rapidité pure permet à n'importe quel soldat ukrainien entraîné de saisir un NLAW, de tirer, puis de reprendre position pour une autre phase d'attaque ou de défense contre les soldats russes. Saab, qui est l'un des concepteurs et fabricants du NLAW, a demandé à son responsable du support technique des ventes pour le combat terrestre, Lars Erjan Hofbrandt, ce que cela signifie pour les soldats ukrainiens.
selon une fiche d'information sur le NLAW publiée sur son site web. Il souligne que la rapidité du NLAW s'étend à la capacité de l'opérateur à sélectionner la distance à laquelle le missile de l'arme s'arme. Disons que vous êtes dans un terrain complexe, où plusieurs véhicules ont été touchés, et qu'un véhicule en feu se trouve à 50 mètres devant vous. Et la véritable cible se trouve à 150 mètres. Il suffit de régler la distance d'armement à 100 mètres, dit-il. Le missile survolera la première cible sans rien détecter, puis cherchera la véritable cible. Et en parlant de changer de mode de ciblage, cela nous amène à un autre avantage stratégique du NLAW. Il est incroyablement polyvalent. Le rapport du Daily Mail World mentionné plus tôt dans la vidéo donne plus de détails. En mode, le NLAW volera directement vers la cible et explosera à l'impact. Ceci est utile contre des cibles légèrement protégées comme l'infanterie ou les hélicoptères. Mais le NLAW possède un autre mode appelé attaque par le dessus. Dans ce mode, le missile volera à environ 1 mètre au-dessus de sa cible, utilisant un capteur magnétique et optique dans le nez, pour détecter quand il est directement au-dessus. Le missile explosera alors vers le bas, plutôt que vers l'avant, projetant un jet de métal en fusion capable de traverser 50 cm d'acier. Le NLAW a été qualifié de tueur de chars à plusieurs reprises dans cette vidéo, et le deuxième mode de tir est ce qui le rend si efficace dans ce domaine. Mais l'arme est plus polyvalente que son surnom de tueur de chars ne le suggère, pouvant aussi cibler les hélicoptères. Et l'infanterie peut également être éliminée grâce à son autre mode de tir, ce qui ne fait qu'accentuer les avantages stratégiques d'avoir des NLAWs sur le terrain. Cette combinaison d'avantages a fait de l'NLAW une arme révolutionnaire dans la guerre en Ukraine, surtout pendant les premiers mois. Comme le souligne 1945, l'Ukraine dispose d'une armée principalement composée de conscrits, et beaucoup de ces appelés n'avaient jamais tiré avec une arme avant le début du conflit contre l'Ukraine. L'NLAW représentait une arme que ces soldats inexpérimentés pouvaient apprendre à utiliser en moins d'1 heure. Même la recrue la plus novice peut pointer, viser et appuyer sur la gâchette, laissant son arme faire le reste du travail. Les forces de Poutine l'ont appris à leurs dépens à de nombreuses reprises. Pourtant, malgré toute cette utilité, l'NLAW était moins courant sur le champ de bataille aujourd'hui qu'il ne l'était lors de son arrivée initiale en Ukraine. Cela n'a aucun lien avec les capacités techniques de l'NLAW, qui restent inchangées. Elle est toujours capable de détruire des chars aujourd'hui, tout comme elle l'était lorsque l'Ukraine l'utilisait dans des environnements urbains et des espaces restreints pour repousser les premières forces d'invasion de Poutine. Mais c'est là le problème. Après avoir été malmené si longtemps par les NLAWs ukrainiens et des armes similaires, Poutine a changé de tactique. Dans les espaces restreints, a expliqué Daily Mail World, le NLAW est parfait en raison de sa rapidité. Des armes similaires comme le javelin mettent trop de temps à verrouiller une cible dans de telles situations. Cependant, Poutine est passé d'attaques directes contre les grandes villes à une offensive plus large dans la région du Donbass, en Ukraine. Ici, le terrain est vaste et ouvert, avec seulement de petits villages, entourés principalement de champs et de quelques arbres. Ce terrain de chasse est bien mieux adapté à des armes comme le javelin américain. Aujourd'hui, les troupes ukrainiennes sont plus susceptibles d'utiliser l'une de ces armes, ou un drone, vu à la première personne désormais omniprésent. On peut dire que les drones, en particulier, ont supplanté les NLAW comme principal destructeur de chars en Ukraine. En février 2025, les drones représentaient 65% de toutes les pertes de chars russes dans la guerre en Ukraine. Cependant, on pourrait dire que le NLAW a créé un modèle de destruction de chars que les opérateurs de drones ukrainiens ont pu suivre. C'est le NLAW qui a montré à l'Ukraine à quel point les chars russes sont vulnérables aux attaques par le dessus, en raison de la faiblesse de leurs toits et de leurs tourelles. Aujourd'hui, les drones larguent des bombes ou effectuent des attaques kamikazes sur les parties des chars que ciblaient les NLAW. Le NLAW a également montré à l'Ukraine qu'il était possible de détruire des machines métalliques, valant plusieurs millions de dollars avec des armes qui ne coûtent qu'une fraction de ce prix. Ce sont là des leçons essentielles que l'Ukraine a apprises dès le début de sa guerre contre la Russie, et il aurait pu falloir beaucoup plus de temps pour les assimiler. Si elle n'avait pas eu de NLAW, l'Ukraine utilise toujours des NLAW. En juillet 2024, le journal de la défense du Royaume-Uni rapportait que le Royaume-Uni avait envoyé 12 000 NLAW à l'Ukraine, précisant que le premier lot de 6 000 avait été épuisé. Mais peut-être que l'héritage le plus durable du NLAW dans cette guerre sera d'avoir été le premier tueur de chars qui a inspiré la stratégie de destruction de chars par drone que l'Ukraine a adoptée depuis que la Russie a commencé à concentrer ses efforts sur le Donbass. Les leçons que l'Ukraine a tirées des premiers mois de l'invasion de Poutine ont été appliquées à d'autres armes. En d'autres termes,
Lenlo pourrait être tenu indirectement responsable de la destruction de plus de chars que ceux qu'il a directement détruits. Lenlo a tiré pour que les drones ukrainiens puissent voler. Cela, plus que toute autre chose, signifie qu'il restera une arme précieuse tant que l'Ukraine se battra contre les forces de Poutine. Et tandis que Lenlo a montré comment les chars russes pouvaient être facilement détruits, la Russie a du mal à faire face aux chars ukrainiens. Il a frappé un char ukrainien 70 fois et n'a absolument causé aucun dégât. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour une couverture plus approfondie des armes utilisées par l'Ukraine pour combattre la Russie.